sur les bords de la Méditerranée, à 2 pas des Pyrénées, Canet-en-Roussillon. 100 000 habitants l'été, et pour veiller sur eux, 24 gendarmes. Gendarmerie. Pour la première fois, une brigade de gendarmerie accepte d'être filmée 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pendant tout un été. Un dispositif unique pour une immersion sans précédent, au plus près de l'action et de la vie de ces héros du quotidien. Les gendarmes, comme vous ne les avez jamais vus. Pierre, Dédé, Fred, Thomas, Momo, Jennifer et bien d'autres encore. Tous vivent ensemble au cœur de la brigade. Tous ont accepté de partager leur moment de bonheur. Allez, ça c'est fait. Une brigade comme Canet, si on n'avait pas des moments comme ça, on serait tous chez les fous. Mais aussi leur moment de doute. Je stresse, mais en même temps, c'est son métier. Ce métier, tous ont accepté d'en parler à cœur ouvert. Comment résiste-t-il à l'extrême tension qui le caractérise? Est-ce qu'on n'aurait pas pu mieux faire? Moi, la question me hante. Bouge pas, allons tous, fais feu. Une vie pour eux, c'est pas important, donc... S'imagine tous les scénarios. Des visuels, je les ai à 5 mètres devant moi. Je sais pas si tu te rends compte, c'est pas des bêtises là qui te sont reprochées. Ça bouge. À ce moment-là, je sais que j'ai le seul à pouvoir réagir. Adrénaline, émotion, stress, passion. Une plongée inédite dans la vie d'hommes et de femmes hors du commun. Bienvenue à la brigade de Canet. J'avais la conscience de la gravité de la chose, parce que j'ai vu ce pauvre jeune homme là, qui était en danger, qui avait peur. On ressentait que tout l'effroi qu'il avait et puis toute la peur, quoi. Donc l'objectif premier, prioritaire, c'était cette personne, quoi. Ouais, une prise d'otage. Mais bon, il faut garder toujours la tête froide. La panique ou le stress ou le fait de ne plus savoir, là ça vous tue une opération, quoi, et ça peut vous tuer. Deux semaines plus tôt. À la brigade, c'est l'effervescence. La saison estivale bat son plein et les gendarmes sont appelés sur tous les fronts. Thomas, gendarmerie de Canet, bonjour. Un peu à l'écart de cette agitation, il y a un gendarme détendu. C'est André, dit Dédé. En vacances depuis une semaine, le gendarme se relaxe. Dédé, 42 ans, entame sa 8e année à Canet. Dédé, c'est l'homme fort de la brigade. Ancien rugbyman, haltérophile, il est à l'aise dans les situations tendues. Pour lui, l'armée et la gendarmerie, c'est une affaire de famille. Son père, son grand-père était militaire. À son tour, il a signé et il a épousé une fille de gendarme. Ensemble, ils ont 2 filles, Andrea et Caroline, ces princesses comme ils les appellent. Le credo de Dédé, c'est l'importance de la famille et de l'éducation. Son slogan, prévenir plutôt que punir. Moi, toi, je fais canard, gamin, hein. Toi, je te dis, tu vas souffrir avec moi. On parlera après. Plus tard, à mon avis, je risque de t'avoir ici en garde à vue pour des vols, toi. Je sens que tu vas être mon futur client. Dans les principes fondamentaux de l'action du gendarme sur le terrain, le mot éduquer y est, avec le mot prévention. Et pour justement faire de la prévention, il faut éduquer. Après, maintenant, ils prennent les conseils comme ils le veulent. Hein. Au programme, ce midi pour Dédé, barbecue familial. Là, il n'y en a qu'une.
Si après il commence à en avoir une deuxième, une troisième, une quatrième, t'as intérêt à faire gaffe. T'as pas intérêt à faire tomber les saucisses. Regarde ta merguez, là, ça commence à se flatter. T'entends pas? La viande qui parle. Quand la viande parle, c'est bon signe. Quand il travaille, entre les patrouilles et les permanences, Dédé a rarement l'occasion de déjeuner tranquillement en famille. Alors aujourd'hui, il savoure. J'imagine pas, exemple, vivre ma vie sans les filles, quoi. Ça serait un tel déséquilibre en moi que je sais même pas, je pourrais faire même des conneries, quoi. Si je l'aurais pas, je serais certainement pas l'homme que je suis, quoi. Hein. Des fois aussi détendu, aussi heureux de vivre, aussi. C'est mon équilibre, c'est ma vie, tout simplement. Mais même en repos, le papa poule et le gendarme ne font qu'un. Surtout quand ces petites princesses ont décidé de sortir en boîte de nuit ce week-end. Bah 13 ans, mais je suis désolé, 13 ans, tu n'as rien à faire en discothèque, c'est pas prévu. Si ça serait autorisé, ça serait pas interdit aux moins de 18 ans. Donc si c'est interdit à moins de 18 ans. Mais les soirées jeunes, c'est pareil, c'est moins de 14 ans. Sont interdits. Ça peut être 14 ans, oui, ne regarde pas ta soeur, je le sais. Bah, t'as plein de gens de mon âge qui y vont, c'est pas juste. Enfin, il y en a même des plus petits que moi. C'est pas parce que j'ai peur que vous fassiez des bêtises ou quoi, c'est pas de vous que j'ai peur. Vous, je sais ce que tu veux, je sais ce que tu feras pas de bêtises, je sais que tu... C'est des autres. Donc voilà. La crainte pour ses filles, il l'a, d'autant plus que voilà, que c'est des filles. C'est ses princesses, donc il y fait attention, et notamment par rapport à tout ce qui peut se passer, parce qu'il en a plus conscience peut-être que certaines autres personnes. À la maison comme en intervention, Dédé joue la carte de la prévention. Pas de sortie en discothèque donc, pour les adolescentes. Le lendemain, Dédé a repris le chemin de la brigade et des patrouilles. Ce jour-là, il fait équipe avec Damien. Et sa première intervention, il ne va pas l'attendre très longtemps. À quoi ça sert? Ouais, oui, pas de casque, merdé. Arrête-toi là. Elle s'en fout, là, tiens. Deux jeunes filles sur un scooter dont l'une n'a même pas de casque et qui ignore les gendarmes. Pour Dédé, une excellente mise en bouche pour débuter la journée. Alors, votre casque il sert à rien là, la manière qu'il est mis. Et c'est même pas le vôtre, il n'est pas à votre taille. Mais parce que c'est le mien, c'est un casque intégral et comme il faisait chaud un peu. Ah ouais, donc on préfère encore à la rigueur se tuer parce qu'on a une casque qui est trop chaud. Je peux vous rassurer, hein, si vous décédez, la chaleur, ça vous fera plus rien. Hein. Et c'est parti pour une petite leçon de morale, façon Dédé. Ça n'arrive pas qu'aux autres, mademoiselle, des accidents. Non? Oui, c'est vrai. Et votre copine, à défaut, le truc, il arrive un accident, vous êtes responsable. Et là, si je vous mets 135 €, à votre avis, ça va être jour de fête à la maison aujourd'hui? Je sais pas, je pose une question comme ça. Est-ce que ça va être jour de fête aujourd'hui? Non? Alors mine de rien, vous mettez votre vie en danger. Sans compter aussi le pauvre monsieur qui éventuellement va avoir un accident avec vous, qui sans faire exprès, aura la mort d'un enfant sur la conscience. Puis je passe tout le reste. Et à défaut que tout se passe bien, voilà, vous faites arrêter là. Je décide de faire le gros méchant. Et je mets 270 € à la famille. Ah, ouais. À votre avis, ça va se passer comment? Je leur fais plus la morale parce que bon, je sais que les verbaliser, c'est pas la solution parce que c'est pas elles qui vont le payer, c'est les parents. Et forcément, des fois, les parents n'ont pas forcément les moyens. Vous leur mettez 135 € pour un casque. 135 € à la fin du mois, ça peut des fois être générateur de beaucoup de problèmes. Appelez vos parents là, qui viennent avec un casque homologué à votre taille, qui vont récupérer le scooter, autrement c'est un timbre à vendre. Et avec l'original de l'assurance. Si Dédé évite de verbaliser à la première infraction, il n'est pas laxiste pour autant. Il préfère mettre les parents face à leurs responsabilités. Sur ce genre d'affaires, il les convoque systématiquement. Et avec eux, il ne mâche pas ses mots. Ça fait longtemps que je lui dis que le casque... Quand je vois la mère qui sait qu'elle est son sortie, pneu lisse, tout ça, j'en laisse. Donc je fais une morale aussi à la mère. Quitte à acheter un scooter à sa fille, en ce cas-là, on fait les choses bien. Comme je disais, autant lui délivrer un permis de mourir, en laissant sortir avec un pneu comme ça et le casque à la vie. Ces gens-là, ils ne le voient pas, tout ce qui peut se passer et les conséquences que ça peut avoir. On a tous le même intérêt, c'est de protéger nos enfants et faire en sorte... Quand elle m'a pas lu, j'avais cru qu'elle avait eu un accident. Voilà, et de faire en sorte que le cours de la vie se suive normalement. En l'occurrence, théoriquement, c'est les parents qui meurent avant les enfants, non pas l'avance, l'inverse. Parce que j'en ai ramassé aussi des jeunes qui sont vautrés en scooter, sans casque ou sans quoi, je peux vous dire que c'est pas beau à voir. Donc aujourd'hui, ça va, on prévient, on explique,
On essaye de faire comprendre. J'espère que vous l'aurez compris, que vous avez compris la portée de la chose et que vous avez gardé votre casque, même s'il fait chaud. C'est vrai que quand je vois des gamins comme ça qui ne le savent pas, hein, ils n'ont pas conscience de ça, hein, ils s'amusent. Mais bon, j'ai fait les autres petites gamines de 14 ans, tout ça, c'est bon. J'en ai fait très peu, j'en ai fait que 2, je crois, mais c'est déjà 2 de trop. Merci, monsieur. Je vous en prie, allez. Père de famille, un rôle que Dédé vit en permanence, chez lui comme en intervention. Mais jusqu'où aller pour protéger sa famille? Dans quelques jours, il apprendra que certains sont prêts à tout, même au pire. Sur la plage et dans les rues de Canet, les touristes sont encore près de 100 000 et ils profitent des joies de l'été. À la brigade, pendant que certains sont au travail, pour d'autres, c'est corvée de nettoyage. Parmi eux, Christian. Une tâche un peu ingrate, mais Christian prend ça du bon côté. La bonne humeur, chez lui, c'est une seconde nature. Marié, père d'un petit garçon de 7 ans, Christian, c'est le sourire de la brigade. S'il a choisi ce métier, c'est peut-être parce qu'il a été bercé pendant son enfance par les aventures de son grand-père. J'ai mon grand-père qui était gendarme, donc j'ai souvenir qu'il me racontait son travail quand j'étais tout petit. Je pense que ça m'a marqué pour plus tard et que voilà, un jour ça s'est ressorti quoi. Christian a donc suivi les traces familiales sans pour autant ressembler à son aïeul. À l'époque de mon grand-père, donc le gendarme était quelqu'un qui était dur. Il n'y avait pas de discussion. Je ne pourrais pas être le gendarme qui a été mon grand-père. C'est pas ma conception. Sa conception du métier de gendarme, Christian l'a définie en 3 mots. Dialogue, conversation, échange. Je pense que ça reste quelque chose de primordial. Parce que c'est comme ça qu'on fait avancer les choses, quoi. Il faut montrer aux gens que, même s'ils sont énervés, qu'on n'est pas là, nous, pour aller dans un affrontement, qu'on est là, nous, pour apaiser la situation et qu'après, on peut la traiter. Donc j'essaye de rester calme et serein. J'espère que ça restera ma marque de fabrique. Calme et serein, ce n'est pas toujours facile. Car Christian a appris une chose de ses 25 ans de carrière. Un gendarme ne peut pas toujours mettre de la distance entre sa vie et son travail. Certaines affaires, souvent d'apparence anodine, touchent le cœur de l'homme derrière l'uniforme. Ce soir-là, pendant sa patrouille, il va être confronté une fois de plus à l'une de ces situations. Ouais, on s'y rend, on va voir ce qu'il en est. L'affaire s'annonce singulière. La propriétaire d'un appartement, une dame d'une 60aine d'années, aurait été enfermée sur son balcon par sa fille qui est en vacances chez elle. Les voisins ont appelé la gendarmerie et la police municipale, qui se retrouvent donc à intervenir en même temps. Bonjour. C'est juste à côté. D'accord. La dame en occupant ce balcon, elle est en fermeture. On va l'ouvrir. Non, elle ne va pas lui ouvrir. Mais Christian va très rapidement comprendre C'est la gendarmerie. que la situation en fait ne prête pas du tout à sourire. Bonjour madame. On peut voir votre maman? Quand on intervient quelque part et qu'il y a des enfants en bas âge qui sont mêlés, ça pose problème, on le sait. 2 enfants témoins d'une dispute entre leur mère et leur grand-mère. Christian sait désormais que la priorité sera de préserver ses enfants. Et pour compliquer la situation, un bébé dort dans la pièce. Je peux ouvrir? Oui, mais les enfants peuvent. J'ai souvenir de ce petit garçon qui est terrorisé. Mais il est terrorisé, quoi. Et ça touche. Ça peut que me toucher. Il a 7 ans. C'est l'âge de mon petit, quoi. Oui. Bonsoir. 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 Qu'est-ce qui se passe? On s'est dit des mots et puis voilà, parce que ces enfants, ils n'arrêtent pas de crier.
Les gens, ils se plaignent, ils crient. Alors j'essaye de la raisonner. Bon, bah si on crie trop, ça va pas. Hein. Si on vous dites un mot, ça va plus. Parce qu'on les gronde, on n'est pas une bonne grand-mère. Hein. Madame, s'il vous plaît. On va ramener un peu de calme dans la situation. On va voir le langage qu'ils ont. Hein. Pour la fête des mères, qu'est-ce qu'elle va en faire? Rien du tout. Vous êtes bonne? Qu'à payer. Et tu laisses le petit ici. Hein. C'est ton enfant? C'est ton enfant? Et alors? Tu vas pas partir avec tu vas le laisser ici. Hein. Oh, arrête. Hein? Oh, bah oui, parce que toi, tu t'es une sainte, toi. Madame. Toi, t'es une sainte, c'est vrai. Toi, t'es une sainte. C'est vrai. Toi, t'es une sainte. Madame, vous arrêtez, regardez les gamins, ils sont en train de se pleurer là devant votre comportement là. Tu leur fais peur. Vous arrêtez un peu là. Pascalou. Elle est contente, hein. N'oublie pas de moucher d'air en rentrant. Hein. Madame, ça sert à rien ce que vous faites là. Je me dis, c'est pas possible qu'on puisse tenir un discours pareil devant des enfants. Les enfants sont terrorisés. C'est pas acceptable. Quand même pas exagérer. Hein. Même les gens, ils se plaignent que vous faites du bruit. Madame, c'est bon. La grand-mère continue de s'en prendre à sa fille, toujours devant les enfants. Elle est chez elle et ne semble pas prête à accepter le dialogue. Pour tenter de dénouer la situation en douceur, Christian prend donc la seule décision possible. Madame, il y a quelqu'un qui peut vous recevoir ce soir? À mon avis, ce serait bien que vous partiez à l'hôtel. La jeune femme ne peut pas rester là parce que de toute façon, ça va dégénérer. Donc je lui dis, ben, il faut partir, il ne faut pas rester là, vous êtes chez votre mère. Vous préparez un semblant de sac, vous passez la nuit à l'hôtel, au calme. Demain matin, explication ou pas. Et si ça vous convient pas, eh ben, il ne faut pas rester ici, quoi. Hein? D'accord? Il faut régler le problème, même si effectivement c'est pas évident, il faut régler le problème. Votre fille se prépare. Oui. Et elles vont partir, elles vont... Non, mais n'oublie pas de moucharder, de pleurnicher, de raconter. Elle continue. J'ai vraiment eu le côté humain qui est obligé de réagir. On peut pas... C'est pas gratuit, quoi. C'est pas bénin, ce genre de situation. Même les gens, ils se plaignent que les... Chut, madame, c'est bon. Alors, hein? On discute pas comme ça en présence d'enfants. Voilà. Par contre, t'es bien bonne pour recevoir leur... Madame, je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans ce qu'on vous dit? Si, j'ai compris. Voilà. Donc, ça suffit. Oui. Stop. Oui. Voilà. Si vous n'arrivez pas à comprendre qu'il y a des enfants, je suis désolé, il y a un problème. Effectivement, il y a un problème. Ah oui. Christian s'était fait un devoir de ne pas hausser le ton devant les enfants et leur grand-mère l'y a obligé. Du coup, forcément, quelques instants plus tard, il se tourne vers eux pour essayer de dédramatiser. T'aimes Cars? J'ai un avion. T'as un avion, toi? J'ai un bus anglais. Ouais. Plein de voitures de course. La dépanneuse. Oh, tu as plein de jouets, toi. T'es super gâté. On a un autre côté qui est côté paternel qui rentre en compte, qui rentre en jeu. Côté humain, on peut pas faire autrement, c'est pas possible. T'as quel âge? 4 ans. 4 ans. 7 ans. T'as 7 ans, t'es grand, toi. C'est normal et c'est logique que je réconforte les enfants. C'est plus important que le côté professionnel à ce moment-là. C'est réconforter les enfants pour les rassurer. Tu prendras plus tard la valise, t'inquiète pas. On va où là? Bah, j'en sais rien. Allez, vas-y, petit J'en sais bouchon. rien. C'est quoi la valise là? Plus tard, demain, t'inquiète pas. Là, c'est juste pour ce soir, pour être tranquille ce soir. On va dormir où? À l'hôtel. Vous pouvez récupérer le petit, après on va y aller, et après on vous laissera partir tranquillement. La mère de famille part donc avec son fils, son neveu et son petit bébé, qui est parvenu à rester endormi dans le séjour. Il faut l'ascenseur, non? S'il ne prend pas parti, Christian soutient la jeune maman. Au-delà du conflit avec sa mère, la jeune femme se retrouve désormais seule avec 3 enfants en bas âge, au milieu de la nuit, à plusieurs centaines de kilomètres de chez elle. Vous avez une destination? Non. Vous avez la Chalosse, qui n'est pas trop chère. Sinon, vous avez le Marenda, sur l'avenue. Là, quand vous sortez là, vous récupérez à droite, vous remontez, et c'est sur la gauche un hôtel. Après, vous avez le Galion, et après, c'est le Marenda, l'hôtel. Hein? Ça ne sera pas trop cher. Ça vous permet d'avoir une nuit correcte avec les enfants. Pour moi, c'est un échec. Une mère de famille qui se retrouve dans une voiture en plein été avec 3 enfants, c'est un échec.
J'ai encore mémoire, cet enfant de quelques mois dans un siège bébé avec son frère et son cousin sur les banquettes arrière, la maman au volant, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Allez, les enfants, soyez forts. Bon courage, madame. Hein. C'est bien triste. Ouais, ça pourrait être triste, c'est triste, oui. La maman a laissé entendre qu'elle pourrait dormir avec ses enfants dans son véhicule. Et Christian, bien sûr, n'y peut rien. Je suis rentré chez moi, je suis monté dans la chambre de mon petit et je l'ai regardé, quoi. C'est vraiment, j'ai eu ça reste une sensation d'échec, quoi. Un sentiment d'échec. C'est des moments difficiles. Cette nuit-là, Christian a perdu le sourire. Le gendarme fait son travail avec le plus d'humanité possible, mais l'homme, lui, gardera le cœur serré. Le week-end à la brigade, il y a ceux qui travaillent, ceux qui partent en patrouille, ceux qui profitent de leur permission, et puis il y a ceux qui s'amusent. Les gendarmes vivent à la brigade en famille, et les enfants adorent explorer le lieu de travail de leurs parents. Vous rentrez pas? Allez, regardez, il y a tonton Pierre. Dites bonjour à tonton Pierre. Dites bonjour à tonton Pierre. Eh, moi je me suis pas emmerdé à faire une fille qui a 18 ans maintenant pour me taper les gamins des autres, hein. Voilà. Allez, attaquez. Ça y est, ça va, c'est bon, on se calme, les mignons. Lucas, où est-ce qu'on la met les méchants? Tu checkes là? Elle est où la prison? Par là. Allez, va faire voir où elle est la prison. Elle est où la prison? La prison! Dans le lit en prison. Le bureau, mon frère. Non, oui, ah oui, ça c'est le bureau. À qui ça? C'est pour attacher les méchants. Allez là-bas, allez à l'accueil voir Jennifer. Jennifer, c'est la Benjamine de la brigade et la préférée des enfants. Allez, on sort, vous dites au revoir. Parce qu'on va jouer dans la cour. Dites au revoir. Allez, Nina. Jennifer est gendarme adjoint volontaire. Autrement dit, elle est encore en formation. Après avoir passé la journée à accueillir le public, comme tous les jeunes qui arrivent à la brigade, elle doit s'acquitter de certaines tâches, pas forcément les plus valorisantes, mais qui doivent être accomplies avec sérieux. Le sérieux, la rigueur, c'est ça que Jennifer est venue chercher dans la gendarmerie. À 24 ans, Jennifer a grandi dans les faubourgs de Nîmes. La gendarmerie, c'est un peu une revanche sur la vie pour elle. Elle n'a quasiment pas connu ses parents, et c'est sa grand-mère qui l'a élevée. Jennifer était une ado un peu turbulente, mais à sa majorité, elle change radicalement de cap. Elle voulait être militaire. L'armée et tout ça, ça me tentait trop. Puis elle était pas trop emballée, Mounette, donc il m'a dit la gendarmerie. Et ils en parlaient, et elle m'a dit finalement, je vais essayer. Avec la bénédiction de sa grand-mère, elle entre donc dans la gendarmerie. Et aujourd'hui, elle est l'une des 2 femmes de la brigade. C'est pas parce qu'on est gendarme qu'on doit se laisser aller, quoi. Après 3 mois passés à l'école, Jennifer rejoint Canet-en-Roussillon il y a 6 mois. Elle s'y plaît beaucoup et n'a qu'une envie, convaincre ses supérieurs qu'elle a tout pour devenir un excellent gendarme. Pour l'instant, elle est motivée, elle est volontaire et c'est ce qu'on demande. De la volonté, Jennifer en a à revendre. Bien intégrée à la brigade, il ne lui reste plus qu'à réussir le concours de sous-officier qui lui ouvrira définitivement les portes de la gendarmerie. Je peux dire que j'ai trouvé mon chemin aujourd'hui. Après, je suis que gendarme adjoint pour l'instant. Pour l'instant, ça me plaît, donc je continue et j'espère que ça me plaira le plus longtemps possible. Mais devenir gendarme n'est pas si facile. Jennifer est appliquée,
couvée par ses collègues et le capitaine de la brigade, mais elle est encore un peu fougueuse, ce qui n'est pas sans lui jouer quelques tours. Ce soir-là, justement, elle participe à un contrôle qui ne va pas se dérouler comme elle le souhaiterait. Et là, on va faire de l'OAD, donc une opération anti-délinquance. On va se mettre au rond-point de l'ancienne gendarmerie, un point stratégique où on se met de temps en temps pour faire un contrôle de véhicule. Ce contrôle n'est pas un contrôle comme les autres. Jennifer est testée par le capitaine en tant que chef de patrouille. La pression, elle monte d'un gros degré. Là, on a bien chaud, là. Jennifer doit donc tenir la place d'un véritable gendarme, mais ça commence mal. Je sais pas mon gilet jaune. J'arrive, je vois tout le monde en gilet jaune, sauf moi. L'adjudant, il l'a aussi? Putain. J'ai vu le ciel s'effondrer sur moi, en fait. Je suis chef de patrouille et j'oublie mon matos, quoi. Et ça craint. C'est comme un ouvrier qui va bosser sans sa boîte à outils, quoi. Je vais le dire au capitaine. Oh, là, ça sent très mauvais, là. Ah ouais, là, ça... Mon capitaine, vous pouvez me gronder, j'ai pas pris mon gilet. Vous pouvez me gronder. Ouais. C'est surtout le pire, je crois que c'est les bras, quoi. Il a les bras qui font ça, genre, la déception. Vous prenez la voiture et vous allez le chercher. C'est vrai? Ah oui, on travaille pas comme ça. Ouais, ça marche, je vais le chercher. Ouais, ça m'embête de le décevoir parce que c'est comme mon papa. Je suis une quiche, Oh putain, je suis une quiche. Ouais, je suis une quiche. Non, je suis vraiment une quiche, hein, mais y a pas de souci, je l'avoue, quoi. Ouais, sur le coup, j'ai été une quiche, quoi. Je suis une quiche. Quelle belle. Putain, il est où ce putain de gilet? Il est pas dans son sac à maman. Je rentre, je vois des chasubles qui sont pas les miennes, des chasubles qui font 18 fois ma taille. Je me dis, si j'arrive avec des chasubles parachute, le capitaine, déjà que j'avais pris cher, là, je vais prendre triplement cher. Alors je la cherche, la mienne, parce que je voulais la mienne. Putain, mais quelle conne! Mais c'est pas vrai. Comme par hasard, il y est plus. Hein. Oh, conne comme ça, putain. Je cherche partout dans mon sac, je fais l'aller-retour dans la pièce, mais je me dis, mais elle est quelque part, cette chasuble. Ah, mais là, il y en a. Je sais pas, il est... C'est rien, c'est une chasuble. J'ai pas pleuré non plus, mais dégoûté, quoi. Parce qu'il y a le patron qui est là et tout, donc on veut assurer. Et voilà. Allez, grosse qui chasse, quoi. Je sais que c'est pas non plus la fin du monde, mais je suis chef de patrouille et tout le monde a son matériel, alors que moi je suis la chef et je l'ai pas, alors ça le fait pas, quoi. Heureusement pour la jeune gendarme, le reste de l'opération contrôle routier se déroule sans accroc. Monsieur, on va procéder à un test alcoolémique, d'accord? Le capitaine ne perd jamais de vue la benjamine de la brigade et semble satisfait. On va penser au A et mettez un A qui colle. Ce qui ne l'empêchera pas à la fin de l'opération de remettre les pendules à l'heure. Bon, donc première chose à faire quand on part en patrouille. Oui, mais je l'oublie jamais et je l'ai oublié. C'est de faire l'inventaire de son matériel. Ben Est-ce voilà. que j'ai mon gilet? Est-ce que j'ai mon arme, mes munitions, mon calot, mon GPB? J'avais tout sauf ça, quoi. Je suis trop deg. Il m'a pas loupé, le capitaine, et il a raison, parce que s'il commence à dire, oh, bah c'est pas grave, donc la prochaine fois, je me dirai, oh, le capitaine sur AD, mais c'est pas grave. Moi, là, je sais que je m'en souviendrai de celle-là. Qui va, mon capitaine? Les remontrances du capitaine sont fermes, mais au fond, il n'est pas très inquiet. S'il y a des choses à corriger, bah, c'est maintenant qu'il faut le faire, c'est pas dans une semaine ou dans 2 semaines. Donc c'est pour ça que ça tombe bien, puisque tout n'est pas carré, bah, ça me permet de lui dire ce qui ne va pas, de manière à ce que demain, bah, ça soit parfaitement opérationnel. Allez, on embarque. Jennifer sait qu'elle est à Canet pour apprendre son métier. Des erreurs, elle en fera encore, mais la pilule passe décidément mal. C'est rien ce gilet oublié, hein, mais ça m'énerve de... Ouais, bah, c'est de décevoir et tout. Voilà. À mon avis, tu vas pas être jugé sur ça. Hein. Je sais, mais ça m'énerve parce que le capitaine, tu sais, il est censé être fier de moi et tout, et là, j'ai pas assuré, quoi. Effectivement, Jennifer ne sera pas jugée sur son oubli malheureux, ni d'ailleurs, et c'est tant mieux, sur sa deuxième bévue, commise alors qu'elle regagne la brigade.
CST1, mettez vos lumières. C'est pas vrai, je les accumule aujourd'hui, les conneries là. Là, c'est comme s'il m'avait mis une petite tête derrière la tête, là, tic, et tu mets tes lumières, et voilà. Là, c'était la soirée, quoi. Et la jeune femme n'est pas au bout de ses peines. Il y a quelques semaines, elle a passé le concours de sous-officier de la gendarmerie. Si elle est admise, elle deviendra un vrai gendarme. Les résultats sont pour bientôt. À la brigade, les gendarmes font face au rythme soutenu des plaintes et des dépositions. L'été est encore loin d'être fini. C'est bon? Ça a dû être constaté. Si vous avez appelé, à mon avis, d'envoyer quelqu'un. Il y avait quoi dans le portefeuille? À votre avis, les gens qui étaient présents sur les lieux, avec leurs enfants, ils ont pensé quoi quand ils ont vu que vous étiez en train de vous toucher? C'est vous, monsieur, qui êtes passé hier à midi? Non, non. Non? Qu'est-ce que j'ai fait du CD, moi? Ça a bout déjà le matin. Ah, il vous a jeté dans les escaliers? Oui, il a attrapé sur le côté. T'as bu, hein? Juste un peu avant. Mauvaise réponse. Pendant que la brigade s'active, d'autres sillonnent les rues de Canet. Ce jour-là, c'est Thomas qui est en patrouille. Je sais pas pourquoi je suis devenu gendarme, mais peut-être ça, je supporte pas l'injustice. J'essaie d'être le meilleur gendarme possible. C'est ma contribution à la justice. Thomas a 29 ans. Il est gendarme à Canet depuis 6 ans. C'est sa première affectation. Son physique et ses aptitudes pour le sport de combat auraient pu lui permettre de postuler pour les corps d'élite de la gendarmerie. Reculez, monsieur! Parce qu'il aime être au service de la population, proche d'elle, il a choisi la vie de brigade. Thomas est marié, il a 2 enfants, c'est un papa attentionné, mais c'est aussi un gendarme très impliqué dans son travail. Thomas, le perfectionniste, ne compte pas ses heures. Mais pour moi, il n'y a pas de petite affaire, en fait, que ça soit un petit délit, un gros délit, un crime ou quoi que ce soit. Je fais mon enquête au maximum. Je ne conçois pas, en fait, de bâcler les choses. Alors qu'il est en patrouille, Thomas est appelé pour une petite intervention. Un adolescent qui sèmerait la pagaille dans un bus. Mais petite ou grosse affaire, Thomas ne calcule jamais et donne toujours son maximum. Il y a pourtant bien une chose qui le fait sortir de ses gonds, la mauvaise foi. Et aujourd'hui, il va être servi. Alors qu'il est en patrouille, Thomas est appelé pour une petite intervention. Un adolescent qui sèmerait la pagaille dans un bus. Mais petite ou grosse affaire, Thomas ne calcule jamais et donne toujours son maximum. Il y a pourtant bien une chose qui le fait sortir de ses gonds, la mauvaise foi. Et aujourd'hui, il va être servi. Je sais pas, le chauffeur a demandé au contrôleur de l'attendre à l'arrivée, là, à la loge de mer à 18h45, donc on va aller voir. Souvent c'est du chahut, hein, ils se lèvent, ils font les andouilles. Ils insultent. Ils s'insultent, ils embêtent les autres passagers, c'est le principal. Hein. On constate de plus en plus justement des problèmes d'incivilité. On est à la limite des infractions, c'est vraiment du non-respect des personnes. Donc on essaye d'intervenir et puis de mettre une certaine pression sur ces jeunes. L'autre voiture, la troisième. Hein. Ah ben voilà les mecs là. Mets-toi au mieux pour bloquer s'ils descendent. Attention, il va pas ouvrir, je pense. Ouais, il va pas ouvrir. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est toujours la même chose, ils sont toujours en train de gueuler dans les bus, insulter les gens. Les gens ils commencent à l'avoir marre, ça prend l'impression. Et après il y a le monsieur en jaune qui s'est énervé, mais c'est normal. Voilà. Lui il n'a rien fait, il lui a dit juste de fermer sa bouche et d'aller s'asseoir. D'accord. Voilà. Bonsoir. Tiens, tu vas venir? Dépêche-toi. Alors toi tu vas venir, prends tes affaires, tu vas voir, on va régler le problème de suite. Prends tes affaires, dépêche-toi. Là, en l'occurrence, ça fait faire plusieurs semaines qu'on intervient pour le même groupe d'individus. Et c'est vraiment embêter les gens gratuitement. Les gens, bon là, en l'occurrence, ce sera dans un bus.
Des gens qui payent leur trajet pour rentrer tranquillement chez eux et qui sont importunés par des petits imbéciles. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait alors? Il crache partout? Ça crie, ça crie. Si, ça crie, t'as craché, on nous a dit. Dépêche-toi, dépêche-toi! Allez, démagne-toi! Toutes les semaines, on intervient à cause de toi. Allez, dépêche-toi. Tu vas venir avec nous. D'accord? C'est pas toi, Benzo? Si, c'est toi. Monte là, tu vas faire le bois avec nous. Allez. Là-bas, tu te mets ta ceinture. Tu te mets là-bas, tu mets ta ceinture. À chaque fois, tu y es. Alors tu la fermes, d'accord? Il y a toujours cet aplomb de vouloir nous répondre, de vouloir dire c'est pas moi, etc. Alors que là, il y a les contrôleurs de bus qui le disent, le chauffeur. C'est des menteurs, ils assument pas. Ouais, parce que lui, vous intervenez toutes les semaines. Ah oui, tous les jours, on est là. Ah, monsieur Combo, on s'en occupe. Dans le bus, là. De toute façon, tu vas être interdit. Là, on va t'amener à la brigade, tes parents vont venir te chercher. Et pourquoi j'ai fait quoi? T'as foutu le bordel dans les bus. Toutes les semaines, tu fais le beau, tu craches, chaque fois, tu fais. C'est pas la première fois. Les collègues, ça fait 50 fois qu'ils viennent à chaque fois. T'es le seul à foutre le bordel à l'année. Alors là, maintenant, tu vas y aller à vélo, tu vas être interdit de bus, t'emmerderas plus personne. C'est clair? Là, j'étais avec mon copain, mon gars, il a foutu le bordel, il était soigné au moins, et moi, j'ai fait quoi? On monte le ton, mais voilà, on dépasse pas une certaine limite, on reste professionnel. Mais voilà, si on reste trop calme et qu'on fait rien, tu viens, si allez, tu rentres chez toi, ça sert à rien. Même le mec en jaune là, même le monsieur en jaune dans le bus, il a dit que c'était toi qui foutais le bordel. On était 3 jeunes, à votre avis, il reste un seul, c'est qui va prendre? C'est le seul. De la bande. T'es avec tes copains, c'est pareil. Quand à chaque fois tu cherches la merde, l'embrouille au chauffeur de bus, on le sait très bien, c'est filmé le bus de Canet. C'est hyper irritant parce que là, on a vraiment l'impression qu'ils nous cherchent. Ils nous cherchent, ils nous provoquent et donc nous on laisse pas passer. Le fauteur de trouble est mineur. Thomas le ramène à la brigade pour un petit rappel à la loi. Tes copains ils habitent au Candel. Tu fais le barbeau, Ah ouais. Et l'autre jour devant la brigade là, les candelles c'est chez nous, c'est ci, c'est ça, on va tout casser et tout. Hein? Mais oui. Ah ouais. Allez, donc on va se... on va appeler sa mère, de toute façon ils rigolent pas. Ils crient, ils crachent dans le bus, ils crient, ils font chier tout le monde quoi, comme d'habitude. C'est pas moi. C'est toi et tes copains. Quand t'insultes les chauffeurs. Oh, je parle. Quand t'insultes les chauffeurs, que tu veux faire le cake avec eux alors que t'as 16 ans, quand tu dis ouais ici on est chez nous, c'est notre cité, c'est notre ci, c'est notre ça, tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Là j'ai dit ça? Non, quand là il y a 2 jours, la police municipale de Perpignan t'a sorti du bus. Non, ils t'ont pas sorti du bus. C'était toi et tes copains, c'est la même clique, vous êtes toujours 4. Ouais, alors là, j'ose le ton pour lui mettre une certaine pression, aussi lui faire peur. Faut qu'il ait peur de nous, quoi. C'est quand même... Non, enfin, moi, à cet âge-là, j'avais peur des gendarmes. Lui, même devant les gens qui sont là, les témoins, ils disent oui, il crache, il nous embête, mais non, mais c'est pas moi. C'est énorme, quand même. Donc, surtout lui, ce jeune-là, il fait partie de ceux qu'on a à chaque fois, toutes les semaines. La prochaine fois, on va vous faire nettoyer, tout le bus, là, les crachats que vous faites dedans. J'ai pas craché. D'accord? Il y a des gens qui payent pour être tranquilles, pour faire un trajet, d'accord? Ça fait partie de notre travail aussi, il faut les prendre de suite, il faut être ferme. On est obligé avec les jeunes comme ça, on est obligé d'être ferme. Et puis en espérant que ça rentre un peu dans leur petite tête et puis qu'ils se calment. Thomas garde l'espoir de remettre ce jeune délinquant dans le droit chemin. Pour faire passer le message, il veut s'entretenir avec ses parents. Tu vis avec tes 2 parents ou t'as des frères et sœurs? Avec mon père, mais ma mère, elle est morte. Il est sévère ton père? Pas trop. Pas trop. Pas trop. Sinon tu ferais pas de conneries sinon. C'est où? Ah, c'est encore de Bonjour monsieur. On peut vous voir? Oui monsieur. Ouais. Allez, rentre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il fait l'embrouille dans le car. Et les chauffeurs là, ils en ont marre, ils font le bordel. Tous les gens, ils sont apeurés, ils lui demandent de se calmer. Et le chauffeur de bus est obligé de nous prévenir, d'arrêter le bus et on le fait descendre. Voilà. Donc il va falloir prendre des mesures parce que c'est pas la première fois, c'est sans arrêt qu'il emmerde dans le bus. Hein. À Perpignan, c'est la police qui l'a descendu. Nous ici, de manière régulière, on le descend du bus. Sachez qu'un jour, quand il va vouloir monter dans le bus, on va lui dire ta carte, elle est plus bonne, on te truc. Ça se passe comme ça. Maintenant, on est arrivé à un point que stop. Je préfère lui dire. Mais moi, je parle à ton père. Je parle à ton père, je te parle pas à toi. Toi, t'es un menteur, je te parle pas. Moi, je peux vous dire que ce chauffeur, je le connais, on en a marre de lui et ses 2 collègues. On n'a même pas d'excuses, on n'a même pas de désolé, oui, je recommencerai plus, voilà. Et ça, c'est gonflant quand même. Au moins, voilà, même s'il a fait une bêtise, on reconnaît sa bêtise,
On va lui dire que c'est pas bien, on va lui expliquer les choses, mais au moins on peut instaurer un dialogue et on a l'impression qu'il comprend. Mais là on a cette impression qu'il comprend rien. Et à mon avis il comprend très bien, c'est qu'il n'a pas envie de comprendre, c'est tout. Donc ça commence au bout d'un moment à être pénible. Donc maintenant on va passer à la sanction. De manière systématique vous allez être sanctionné maintenant. C'est clair? Voilà, hein, monsieur, donc j'espère que vous avez compris. Hein? Oui, j'ai bien compris, ne vous en faites pas, je vais faire le nécessaire. Je vais faire le nécessaire pour le corriger, moi. Ne vous en faites pas, je vais faire le nécessaire. Et je compte sur vous pour m'aider, hein, pour le corriger. La prochaine fois, il faut bien les corriger, ces gamins-là, parce qu'il ne faut pas les laisser faire. Hein. C'est l'âge bête, hein, il faut bien les prendre là. Il ne faut pas qu'ils traînent dehors, déjà ça évitera déjà. Et la journée, dès qu'ils rentrent de l'école, il vient. Mais on vous l'amènera, on vous appellera. D'accord, merci monsieur. Habituellement, si on a un père vraiment qui supporte pas ce que son enfant a fait, là de suite déjà il l'aurait pris et même devant nous. Hein, après c'est pas spécialement être violent, c'est voilà, être ferme, une punition. Et là après on voit le père, oui je vais m'occuper de lui, mais je compte sur vous aussi. C'est complètement grotesque, c'est pas à nous de faire l'éducation de son enfant, c'est à lui de faire l'éducation, c'est à lui surtout au moins de lui imposer des règles, parce que je pense qu'un enfant il a besoin de règles et surtout de respecter ces règles. Et quand on respecte pas des règles, pour moi il faut qu'il y ait une sanction derrière. Quand Thomas quitte les lieux, il ne peut s'empêcher d'être déçu. Là je me dis qu'on va sûrement le revoir, donc la prochaine fois qu'on interviendra, ça sera systématiquement une procédure judiciaire. Quand ils en auront marre peut-être d'être convoqués devant la justice ou des choses comme ça, bah, peut-être que bon, ils vont stopper. À la brigade, Jennifer arpente les couloirs et multiplie les allers-retours jusqu'à son ordinateur. Elle est tendue. Car aujourd'hui, c'est le grand jour. Les résultats de son concours d'entrée à l'école de gendarmerie sont sur le point de tomber. Un concours assez difficile à obtenir du premier coup. Là, je me dis, je l'aurai pas, mais bon, on va regarder. Parce que même si je me dis 99% de chance que je l'ai pas, il y a toujours un petit pourcent qui me dit tu l'auras peut-être. Ce concours, c'est le sésame indispensable pour devenir gendarme à part entière. Alors depuis ce matin, Jennifer passe son temps à consulter son ordinateur. Et au bout de la 5e fois, les résultats tombent. Et voilà. Il y a mon nom. Et voilà. Et voilà. Et là. Mais. Et ça, on peut pas contrôler. Mais je l'ai eu. Mais j'ai l'impression qu'il y a plein de petites voix qui me disent tu l'as eu, tu l'as eu. Et du coup, voilà, je suis trop heureuse, quoi. Oui. Lequel? L'oral, donc aussi. Et l'écrit, et le sport. Oui, mais j'ai tout là. Donc il ne reste plus à attendre ce fameux ordre de mutation, parce que c'est un cadeau de Noël. Voilà. On va dire ça. Bah, c'est bien. Félicitations. Voilà. Merci. C'est très bien. Trop cool. Ah là, c'est les petits papillons dans le ventre qui font ouais, et voilà. Comme un stade de foot, donc ouais. Enfin, il y a plein de trucs qui se passent et c'est un truc de fou, quoi. Et du coup, j'ai envie de le dire à tout le monde et de crier à tout le monde je l'ai eu. Et voilà, je suis trop heureuse. C'est tombé? Eh bien oui, je suis allée voir sur internet et c'est tombé. Tu vois, comme quoi. Et voilà. Tu voulais pas l'avoir, tu l'as eu. Ouais. C'est grâce à eux que j'ai réussi tout ça, ça c'est sûr. Tout ce que j'ai appris, chacun m'a donné un petit peu de soi et était là quand j'en avais besoin. Et, donc ils ont tous joué leur rôle dans ma progression. Ça c'est la dernière et je suis là. Je suis passée à ça. Qui c'est qui m'a appelé? La brigade, c'est un peu la famille de Jennifer. Et dans cette famille, il y a une personne qui occupe une place toute particulière dans son cœur. Eh ben, j'ai eu mon coco, mon capitaine. Mais non, mais on m'a dit que j'allais me faire remonter les bretelles au téléphone, du coup j'ai peur. Bon, voilà. Merci mon capitaine. C'est gentil mon capitaine, merci. Merci vous aussi, au revoir. Le capitaine, c'est mon papa, oui. J'ai demandé de m'adopter et tout, mais... Ah oui, c'est mon papa. Parce qu'il m'aide. Quand je fais des bêtises, c'est pas bien et tout, mais il me pardonne, donc...
Voilà, c'est tout le temps, il me briefe, il fait toujours tout pour qu'on réussisse le mieux possible. Donc ouais, c'est mon papa. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Je vais appeler ma mamie. Mamie? Alors voilà, je l'ai eu. T'es contente? Bravo ma Nini, je t'ai dit que tu étais forte toi. Non, bravo ma Nini, et puis tu as encore de nouvelles un jour. Voilà. Merci, chouchou. Oui. Ma mémé, c'est celle qui m'a élevée, donc c'est ma maman. Et elle m'a toujours encouragée et tout, donc voilà. Et bien. C'est ma mémé. Et bien, qu'est-ce qui m'arrive? Bon, allez. Donc bah oui, ouais, c'est déjà celle qui m'a encouragée à être gendarme, à devenir gendarme, à le passer et tout. Oh là là, qu'est-ce que je serais fière avec mes copines quand on aura le concours et tout, donc voilà. C'est la plus importante, hein, avec, ouais, c'est vraiment la plus importante, donc à chaque fois qu'il se passe quelque chose ou quoi, je l'appelle tous les jours, donc là, elle était super heureuse, quoi. Quand tu vas avoir le véritable uniforme. C'est... Et je pleure jamais, hein, je suis un cœur de pierre, mais là... Ah ouais, c'est une privilégiée. Bon. Allez, je te rappelle, mamie, que je suis au travail. Bisous. Voilà. Moi, je vais faire là, maintenant. Je réalise pas, en fait, donc ça va. Le but que je vais atteindre, il y en a deux. Il y a maître chien. Et si c'est pas possible, essayer de rentrer en CIC, c'est la cellule d'identification criminelle. Tout ce qui est empreintes, les cadavres, les choses comme ça, ben, moi j'aime ça. Pour Jennifer, c'est le soulagement. Elle rêve déjà d'enquête et de belles affaires. Mais le quotidien des gendarmes, c'est parfois aussi devoir faire face à une profonde détresse. Et ça ne s'apprend dans aucun manuel. C'est ce à quoi Thomas va être confronté aujourd'hui. Cet après-midi-là, Thomas le perfectionniste, l'homme d'enquête et de procédure, très à l'aise avec les dossiers, est appelé sur une intervention où ses compétences d'enquêteur ne lui seront d'aucun secours. Là, on va chez un commerçant qui est en compagnie d'une dame qui a l'air une dame âgée qui serait désorientée. Donc on va aller voir sur place. C'est assez fréquent qu'on a des personnes âgées qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer, donc qui se perdent et qui après ne savent plus où elles sont, ce qu'elles disent. Des interventions qui sont assez récurrentes et généralement c'est les mêmes personnes. Donc on sait où elles habitent ou alors c'est des personnes qui vont s'être enfuies de la maison de retraite ou quoi que ce soit. Non, je la connais pas cette dame. Ouais, des PAM arrivés sur les lieux. Bonjour monsieur. Bonjour. Fais-moi, c'est pour madame. Oui. À mon avis, elle doit avoir la maladie d'Alzheimer. Ouais. Il y a 10 minutes. Bonjour madame. La dame elle est consciente quand même. Vous habitez où? Je ne sais plus. Vous savez plus où vous habitez? Donnez-moi votre porte-monnaie, je vais regarder où est-ce que... Qui c'est qui vous a abandonné? Je suis née à Bilbao en Espagne. Vous êtes née en Espagne? Oui, et puis on a vécu à Suresnes et Paris. Oui. Et puis là, j'y comprends rien, je me retrouve toute seule. Ça fait un peu de peine de voir des gens comme ça parce que je me dis qu'on va tous vieillir. On sait qu'on peut tous y passer un jour ou l'autre. Je peux voir votre sac à main? Pour savoir si vous avez des papiers dedans d'identité, comme ça on va regarder. Ah oui, mais je sais pas trop. Voilà. Comment vous vous appelez? C'est ça. Vous êtes né à Bilbao, c'est ça. Voilà, ça. Vous habitez où? À Canet-en-Roussillon, vous savez plus? Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Là, vous vous en rappelez maintenant? Là, oui, mais... Elle sait pas où elle habite. Après, elle s'en rappelle. Elle a des moments comme ça. Elle a des phases noires et des phases où elle peut-être des microsecondes ou des secondes où elle revient à elle. J'ai plus personne, je ne sais plus où je suis. Et qui c'est qui s'occupe de vous? Personne. Je sais plus.
J'ai plus ma famille, je suis complètement déboussolée. Et elle est complètement perdue, quoi. Bon, J'ai l'impression que j'ai perdu ma mémoire. Alors, et ça, on va aller voir chez vous s'il y a quelqu'un. Et s'il n'y a personne, on va appeler le SAMU, d'accord? Ben oui. Alors, je vous redonne ça. Mon collègue a pris votre pièce d'identité. On va aller voir chez vous. On s'imagine que ça peut être aussi notre grand-mère qui est comme ça. Donc, voilà, si c'était ma mamie, je l'aiderais. Donc là, on peut dire que c'est comme si c'était notre mamie. On va l'aider au maximum. Mais j'y comprends rien, je sais pas pourquoi j'ai été abandonnée, on m'a volé, on m'a laissé, et je sais plus. Vous avez des enfants? Je sais même plus. Vous savez même plus si vous avez... D'accord. C'est ici que vous habitez, madame, vous reconnaissez? Donnez-moi la main, madame, je vais vous tenir le bras. Thomas raccompagne la vieille dame avec tact et douceur. Mais face à ce qu'il va découvrir derrière cette porte... C'est fermé à clé? Il y a quelqu'un? C'est chez vous ici, madame? Lui, le gendarme si organisé et rigoureux, va se trouver désemparé. Allez-y, madame, rentrez. Sur les murs, l'album de toute une vie. Quand on pousse la porte et qu'on voit tout ça, en quelques secondes, voilà, on comprend la maladie, quoi. Ça fait un choc comme ça, on s'est dit, voilà, c'est toute une vie qui est affichée et qu'on ne se rappelle plus. C'est la première fois que je voyais ça. Il y a mon nom, Ouais. Voilà. C'est mon prénom. Je pense que c'est fait pour vous rappeler un petit peu votre famille. Regardez, madame, c'est vous. Et oui. Et moi, c'est Jean-Luc. C'est ça, madame. J'y comprends rien, je sais pas ce qu'ils ont fait. Des moments forts comme le mariage, son mari, ses enfants, c'est les plus beaux moments de la vie, quoi. Et de voir qu'elle, comme ça, elle a plus tous ses souvenirs et qu'il faut qu'il y ait des photos pour qu'elle arrive éventuellement à s'en rappeler, je pense que c'est dur. Thomas, il y a tout ce qu'il faut là. On a tous les contacts pour elle, c'est bon. Oh là là, oui. Thomas va devoir discuter avec les services sociaux. Oui, bonjour madame, la gendarmerie de Canet-Roussillon. Vous êtes du CCAS? L'intervention pourrait s'arrêter à la raccompagner chez elle. Du coup, elle peut continuer et puis un jour, il va arriver un pépin. Donc je prends quand même la décision d'en aviser les services sociaux. On peut pas la laisser comme ça toute seule chez elle parce que si elle sort la nuit, qu'elle se fait percuter par une voiture ou quoi que ce soit. J'apprends que la veille ou quelques jours avant, à 22 h, je crois, elle était dehors. Non, ça fait trop d'interventions là. Il faut qu'une mesure soit prise pour que cette femme soit placée pour elle. Il y a une dame qui va venir vous voir là. Vous savez, qui vient vous faire le ménage, à manger, tout ça. Oui. Vous les connaissez, vous vous en rappelez? Je sais plus. Vous savez plus, elle va venir là, d'accord? Oui. Une personne âgée, des fois je me dis, c'est un peu comme un enfant, quoi. Surtout une personne comme ça qui est vulnérable. Mais j'y comprends rien, pourquoi C'est pas grave, parce que... Je me suis retrouvée toute seule, abandonnée. Vous êtes parti, vous avez dû vouloir aller faire des courses et puis vous vous êtes perdu, d'accord? Ben oui, mais pourquoi ils se sont sauvés, ils sont partis, j'en sais rien. Je me dis, bon, il n'y a personne qui est là, quoi, qui est présent. Je trouve ça un peu dommage. Vous allez regarder la télé et puis quelqu'un va venir, d'accord? D'accord, mais j'y comprends rien, pourquoi ils... C'est pas grave. Ben oui. D'accord, vous pouvez vous enlever votre manteau. Un peu plus tard, effectivement, une employée des services sociaux vient prendre la relève de la gendarmerie. Ça faisait un peu de peine parce qu'on avait l'impression qu'elle était à la fois consciente et inconsciente. Alors elle dit je suis désolée. Mais oui, mais bon, elle a la maladie d'Alzheimer. Oui, c'est ce que nous a expliqué votre... Donc là, dans ces cas-là, c'est très difficile à gérer, tout ça. En plus, elle n'a pas de famille sur place. Non, elle n'a pas de famille proche. D'accord. Sûrement que mon intervention de ce jour va avoir des conséquences sur le fait qu'elle va peut-être devoir quitter sa maison. Mais bon, pour moi, c'est inévitable. Donc, je pense que gendarme ou pas gendarme, j'aurais fait la même chose. Bon, là, on y va parce qu'on a une inter. Comme d'habitude, Thomas est allé au bout de ce qu'il pouvait faire.
Mais cette rencontre avec la détresse l'a touché. Je pense qu'il faut être très humain dans notre métier, mais après il faut savoir voilà, prendre du recul sur les choses, s'en détacher, tout en conservant bien sûr une pensée pour ces personnes. Des situations comme ça, on va en revivre beaucoup dans notre carrière, donc c'est pas une situation unique, quoi. Notre but, c'est de trouver la meilleure des solutions possibles pour les gens, c'est tout. Et puis après, on passe à autre chose, et sachant que ça nous reste toujours en nous, c'est sûr. « 8 h du matin à la brigade. Pour Dédé, c'est l'heure du départ pour le briefing. Une fois n'est pas coutume, la journée s'annonce assez tranquille et l'ambiance est décontractée. Et voilà, donc on est à la salle café, on fait un débriefing, comme on fait tous les matins, sur les enquêtes en cours, ce qui s'est passé, pour nous informer de tout ce qu'il y a eu, ce qu'il y a en cours. Bon, hier, journée très calme, hein, Christophe. Cette nuit, un petit feu de broussailles près de la cabane des pêcheurs. Voilà, les trucs particuliers, quoi. Et donc là, paf, à 8h10, on nous appelle vol à main armée en cours, avec otage. La banque est en train de se faire braquer. La banque populaire est en train de se faire braquer. Je sais pas, on a entendu à la radio que la banque populaire se faisait braquer. Ouais. Ça arrivait quelques fois, Canet, mais c'est pas tous les jours. Hein. Moi, personnellement, il y a un peu l'adrénaline qui monte parce que là, on ne sait pas comment ça va se passer. Je sais qu'apparemment, mes premiers éléments, c'est que voilà, c'est un mec qui est en train de commettre un vol à main armée, il est armé, il a un otage, mais voilà, j'en sais pas plus, quoi. Je sais pas combien il y a de gens à l'intérieur, je sais pas ce qu'il a comme arme, voilà, je ne sais pas, on dit un, on ne sait pas s'il n'y en a pas d'autre. Donc voilà, donc là, pour l'instant, dans l'inconnu, on y va. Bon, apparemment, c'est pas avec une arme à feu, attention, c'est avec un arme de poing. Ouais, mais faut quand même le choper, quoi. Dédé et Damien sont sur place en moins de 5 minutes. J'essaie de m'approcher pour vraiment prendre compte de la situation, voir à l'intérieur si je peux. Je prends le risque d'aller devant pour apprécier comment est l'individu, s'il est seul, pas seul, le nombre d'otages qu'il y a dedans éventuellement, et éventuellement l'arme qu'il a. Je vois le preneur, le braqueur qui est avec l'otage, et là je vois que c'est un cutter et non pas une arme à feu. Et je vois en même temps qu'il y a plusieurs employés encore dedans. Donc déjà, on a connaissance de pas mal de choses. Le braqueur s'approche de la porte. Dédé pense qu'il va sortir avec l'otage, qu'il menace de son cutter. Le braqueur s'approche de la porte. Dédé pense qu'il va sortir avec l'otage, qu'il menace de son cutter. Mais ce n'est pas le cas. C'est un autre otage que le braqueur laisse sortir. Il y a un cutter, il a mon collègue. Il y a votre collègue. Maintenant qu'il a des éléments complémentaires sur le braquage, Dédé tente d'entrer en contact avec le centre opérationnel. Il pense qu'un négociateur pourrait être utile. Seulement voilà, le téléphone ne passe pas. Le gendarme décide alors d'essayer la radio. Mais la communication, là aussi, est très mauvaise. Ouais, COG, c'est pas le Canet, hein. Prise d'otage, président, prise d'otage, une prise d'otage. Le téléphone, je sais pas s'il y avait, ça passait pas, j'étais obligé de répéter. Quoi, président, après la radio, j'essaye, ça passait pas. Ouais, COG. Putain. Ouais, COG. Prise d'otage de la Banque Populaire à Canet-en-Roussillon. Dédé parvient enfin à débriefer sa hiérarchie sur la situation. Les gendarmes finissent de verrouiller le dispositif et se préparent à une longue attente. Quand soudain, l'employé de la banque qui a été libéré se rappelle que le braqueur a peut-être une solution pour s'échapper. Ok, c'est bon. Il y a une porte par derrière. Et l'homme, justement, est en train de s'enfuir par cette porte dérobée.
feu, je fais feu. Allonge-toi. Allonge-toi. Laisse-toi faire. Laisse-toi faire. Sors tes mains. Sors tes mains. Sors tes mains. Les mains, allez. Ok, sors ta deuxième main, débouche-toi. Ok, c'est bon, c'est bon. Ok, c'est bon, va. Je me note. Prends ici. Les gendarmes mobiles le stoppent en quelques secondes. C'est bon, je me note. Rendez-vous ici, là. Prends ici, là. Ok, individu menotté. Tu touches à rien, il y a le pognon autour. Faites gaffe les gars, il y a le pognon autour. Ouais, ça marche. Ok, deuxième envers, c'est bon. Individu interpellé. L'argent de la banque a été récupéré. L'otage a été libéré. Individu menotté, maîtrisé. Ça dure même pas une minute. Ça dure même pas une minute. Entre le moment où, hop, il est annoncé comme sortant, boum, une minute après, il est arrêté. Dédé, faudrait l'appareil photo. Elle est partie chercher tout le pognon là, par terre. Ouais, elle est partie chercher. Je sais pas, voilà. Il y avait une glace sur le pare-brise. Regarde un peu autour s'il a un peu perdu. Ouais, on va faire le tour ici. Ah oui, c'est une grosse délivrance. Ouais, 3 photos. Les otages indemnes. Photo saisie. Les 98 000 euros quoi, et des broutilles récupérés. Le braqueur indemne. Donc voilà quoi, donc tout est positif quoi. On va prendre votre placement en garde à vue, monsieur. À compte de notre interpellation, à 8h15, pour prise d'otage, vol à main armée. D'accord? Vous êtes placé en garde à vue déjà pour un premier délai de 24 heures, qui pourrait être prolongé. Donc 24 heures supplémentaires. Vous avez le droit, dans le cadre donc, de ne pas répondre à mes questions, de vous taire. Vous avez le droit à un avocat. Est-ce que vous voulez un avocat? Non. Est-ce que vous voulez qu'on prévienne quelqu'un de votre famille? Non. Est-ce que vous voulez avoir la visite d'un médecin? Pour l'instant, non. D'accord. Si je peux voir ma main, elle a rien, votre main. Max, t'ouvres la route? Ouais. Alex, te laisse faire les saisies. Alexis, je l'amène à la brigade. Notification des droits, tout ça. Vas-y, prends l'avance avec. Max, rentre dans l'autre côté. Ouais. Vas-y. Ah, c'était très rapide surtout. C'était très chaud. Hein. Ouais, ça arrive souvent. Hein. Donc c'est pour ça qu'on s'entraîne tout le temps. Faut être capable de monter très vite dans les tours pour pouvoir interpeller ce genre d'individu en fait. Donc pour l'instant, les premières mesures, voilà, j'ai fait photographier, j'ai saisi l'argent qu'il avait balancé, le cutter qui a servi à commettre le vol à main armée. L'otage, là, pour l'instant, il est avec ses patrons. Et là, l'individu est interpellé, je l'amène à la brigade pour identifier ses droits. En tout, l'intervention entre le départ de la brigade et l'interpellation du braqueur aura duré moins de 15 minutes. C'est une réussite totale, et en rentrant à la brigade, Dédé ne boude pas son plaisir. Quand on interpelle le preneur d'otage et tout ça, et que tout se passe bien, pas de victime blessée. Ah, c'est super, ouais, c'est super. Je sais même pas, j'en ai même des frissons tellement je suis content. Là, je sais que ça va être du boulot, mais heureux du résultat et heureux d'avoir aussi des collègues aussi efficaces, de voir qu'on tient encore la route, quoi. On n'est pas des branques. À la brigade, les gendarmes ne perdent pas une minute. La procédure doit être parfaite. Stop, je suis là. Je veux pas récupérer la victime. Dédé s'occupe de la coordination. L'arme du braqueur, un cutter, est placée sous scellé, tout comme son butin, minutieusement compté. 98 645 €. Pour tous les gendarmes qui ont participé à l'intervention, c'est la satisfaction qui l'emporte. Un flag de braquage de banque, non c'est le premier. Je pense que ça m'arrivera qu'une fois dans ma carrière, bien sûr. C'est un beau flag quoi. Pour moi, gendarme, c'est attraper les voleurs. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Je suis content d'être gendarme aujourd'hui, de faire mon métier quoi. Le fait de faire l'interpellation sans qu'il y ait de dommages collatéraux, c'est une réussite. Je suis content parce que j'ai commencé ma journée à faire ce pourquoi je m'étais engagé. Blessé à la main pendant son interpellation, le braqueur a été conduit à l'hôpital. Il n'a donc pas encore été entendu. En revanche, le jeune homme qui l'a pris en otage, lui, est déjà en audition. Au début, il m'a juste souri. On s'est dit bonjour comme un client normal. D'un coup, il a bondi sur moi, sorti son cutter et m'a saisi au cou, contrôlé par derrière. Et donc a crié, la cliente est partie. Et je me suis retrouvé avec le cutter dans le cou. Il voulait des sous, il voulait qu'on lui donne des sous. Donc après, il voulait des billets de 500. On n'a pas de billets de 500. Donc, voilà. Il voulait des sous. Ce jeune homme, c'est évident, est encore totalement sous le choc. Ça arrive pas à tout le monde. Hein, mais sur le coup, j'étais un fil. J'aurais pu faire un mauvais mouvement, stresser. Ça part vite le coup. Hein. C'est une lame. Dédé
Peut maintenant commencer l'interrogatoire du braqueur. Il est tendu, il veut savoir quel type d'homme est capable de risquer la vie d'un innocent pour 98 645 €. La journée promet d'être longue. Mais l'homme se montre coopératif et reconnaît les faits sans difficulté. Pendant que ce jeune homme discutait avec un client, j'ai sorti mon cutter et je l'ai menacé pour qu'il me donne la caisse. C'était surtout pour impressionner les deux collègues qui venaient en lui disant ouais, tu dois ouvrir la caisse et tu lui donnes l'argent au client. J'ai dit voilà, je tente ma chance. Si ça marche, ça marche. D'accord. Ça faisait plusieurs jours que vous y pensiez ou... Non, ça fait peut-être 2-3 jours. Donc ça fait 2-3 jours. Ça fait 2-3 jours, j'ai dit bon, il faut que je m'en sorte de cette galère. Il faut que je tente quelque chose, il n'y a pas de travail. J'ai 3 enfants. J'ai 3 enfants. Il y a 2 heures à peine, au comble de la tension, Dédé était face à un braqueur armé, déterminé et imprévisible. Mais face à lui maintenant, il a un père de famille désespéré. C'était plus par désespoir parce que bon, il était acculé par les dettes, plus de travail depuis 2 ans. Il avait du mal à payer les factures et là, ça faisait un bout de temps qu'il ne payait plus sur lui, il n'était pas à l'abri de se retrouver à la rue. Maintenant, quand vous voyez, si vous permettez, quand il reste 100 € pour 5 personnes avec 3 enfants à la maison, comment voulez-vous le voyez dans cette société, dans ce système? Donc ce monsieur, dans l'urgence, n'a pas trouvé mieux que de, voilà, s'est baladé à Canet et il est parti de chez lui en disant ça y est, je vais me faire une banque. Ça ne justifie pas toujours, comme je disais, l'acte que j'ai commis, la personne que j'ai pris. Vous l'avez traumatisé, c'est sûr. C'est tout à fait logique et je demande pardon à lui et à ses parents. Ok, on continue. Dédé, le papa attentionné pour qui la famille est si importante, est touché par la détresse de cet homme, père de famille comme lui, prisonnier d'une situation inextricable. Quand on réfléchit à tout ça, qu'est-ce que je ferais moi? Sachant que demain, moi qui je suis marié, 2 enfants, demain on me dit t'as plus de boulot donc je peux plus nourrir ma famille, je vois que j'arrive plus à nourrir ma famille, je vois que ça se trouve on va être dans la rue. C'est quand même extrême quoi, c'est quand même, je me mets à la place d'un chef de famille, c'est extrême, hein. C'est vrai que c'est extrême. Je suis coupable. Là maintenant, je demande pardon aux parents de ce jeune homme, bien sûr à lui, à mes enfants et à ma femme. On comprend l'humain, on comprend qu'il en soit arrivé à ce cheminement en se disant bon voilà, pour régler ma situation, je vois plus que ça. Ça, je veux bien le comprendre, ce cheminement, mais après, on ne peut pas excuser l'acte. Hein. Surtout qu'il a pris qu'en plus quelqu'un en otage. Donc même s'il n'a rien, psychologiquement, cette personne, on ne sait pas à quel degré elle va être meurtrie et les séquelles que ça va avoir sur elle par la suite. Aujourd'hui, Dédé a arrêté un braqueur. Mais c'est bien un père de famille qu'il regarde s'éloigner vers la prison, où il sera placé en détention provisoire. Je vais pas vous mentir, ça c'est le dossier. Ça fait 1 an et demi que je travaille dessus. Donc je vous connais, je sais ce qui se passe. Contrôlez au niveau de la route, dans l'ancienne route de Sainte-Marie. Il va falloir courir quoi. La seule fenêtre, monsieur, qu'il faut ouvrir, c'est celle-là. Ça fait peur, hein. J'ai 3 petits-enfants et ça fait peur. Hein. Ça va? Tu vas bien? Ça fait partie d'une enquête aussi, hein. S'il y a un crocodile, c'est des constatations.